Salut l'équipe, les Knicks ont gagné hier soir, mais peu importe. À peine un mois de saison régulière et j'ai déjà envie de m'ouvrir les veines à l'Opinel et de boire du desktop. Non pas que mes attentes étaient très élevées cette saison pour mes Knicks, mais quand même, j'ai rarement vu un collectif avec aussi peu de talent depuis collectif métissé. Alors je sais que la bienséance exige même que l'on ne doit jamais dire qu'une équipe doit tanker officiellement. J'en ai rien à foutre. Les Knicks tankaient et tankaient bien les frères. Faites-vous dunker dessus par Sam Dekker, faites-vous casser la gueule par Isaiah Canaan et faites-vous même crosser par Tyler Ulis. J'en ai plus rien à foutre. Laissez même Tim Hardaway continuer de croire que c'est un go-to-guy, que Enes Kanter est un dur, que Noah Vonleh peut dribbler plus de 3 fois dans un match et que Mario Hezonja est le digne héritier de Drazen Petrovic. Allez-y les gars, régalez-vous, moi je suis derrière vous et j'ai tout ce qu'il faut pour vous supporter cette saison. Santé la famille. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first day show, vous en avez l'habitude. Et avec moi comme chaque semaine, il parle aussi bien de vin rouge que de NBA. Thomas Dufan, ça c'est une vraie présentation, c'est écrit, préparé. Ah ouais. Je sais que c'est... Je suis l'esthète du vin rouge. Ben voilà. Attends, je kiffe, hein. Enfin, tu es un énorme plus qu'un consommateur, qu'un esthète, mais écoute, je voulais... Ah, j'ai jamais vu un mec qui était spécialiste du vin rouge qui disait pas. Au bout d'un moment, ça n'a pas de sens. C'est que les gens recrachent en général, ils sont Ouais, pas tous des litrons pour savoir c'est ce qu'on dit, ça. Hein. Bref, très bien que tu sois là. Avec nous cette semaine, lui par contre, on l'entend beaucoup moins, on le lit beaucoup plus. C'est Théo Aumesser qui est avec nous, rédacteur en chef du magazine Rivers. Et Rivers fait peau neuve. On est très content que tu sois là parce que tu as plein de choses à nous raconter. Ouais, salut les gars, je suis ravi d'être là aussi, de pouvoir vous parler de tout ça en détail. Et restez bien avec nous, il y aura une séquence spéciale Rivers, c'est son nouveau projet. Et ce mois-ci, pour le nouveau projet, c'est ni plus ni moins qu'Evan Fournier en rédac chef. C'est ça, Evan Fournier en rédac chef de notre toute nouvelle formule pour Rivers. Donc en plus de mettre des cartons NBA, monsieur est rédac chef. Ouais. Apparemment. Ouais, putain, les mecs, ils se refusent pas grand-chose. Aujourd'hui, donc retour sur la semaine avec quelques news. La présentation du Sunday Night entre les Hornets et les Pistons. On est encore dans la période de début de saison où on n'a pas des méga matchs, mais au moins on pourra avoir des Français. On reviendra notamment sur le début de saison des Hornets. Débat houleux, forcément. Qui sont les joueurs les plus sous-cotés en ce moment de la NBA. On parle beaucoup des fois des mecs surcotés ou sous-cotés. Là, nous, on s'est fait un petit top 5, top 6. Il y a pas mal de joueurs, on n'est pas d'ailleurs tout le temps d'accord. Une séquence toute neuve, on l'a dit, donc avec Rivers qui nous expliqueront leur renouveau cette saison. Et puis, on finira avec un quiz. Et ça sera entre vous deux, les gars. C'est moi qui l'ai préparé. J'espère que vous êtes prêts. Ouais. On est parti? Non, on n'est pas parti. J'ai un truc à dire. Avant de commencer, quand même. Voilà. C'est pour ça que tu me regardais comme ça? Ah oui, je me disais, mais où va-t-il? Il a pris la marée. Foot. Les amis, vous en avez l'habitude, du coup. On part avec Sport US Travel chaque saison, pardon. Eh bien là, ça y est, les dates sont parties. Nous allons à New York, fin février. Alors vas-y mon Polo, mets-moi ça plein écran s'il te plaît. Le petit visuel de notre ami Tom qui a bien travaillé encore une fois. Nous partons voir 2 matchs, forcément Brooklyn d'un côté et les Knicks de l'autre. On va voir Frank Ntilikina, on va voir un beau Hornets contre les Nets à Brooklyn. Donc on pourra voir Tony Parker, on pourra voir Nico Batum. S'ils nous regardent, eh bien on espère qu'on pourra aller les voir. Donc si vous êtes fan, on ira prendre des photos avec. Et de l'autre côté, un superbe Knicks face aux Cleveland Cavaliers. Il y aura LeBron côté des Cavs. Donc n'hésitez pas. Mensongère. C'est clair. Donc voilà, donc on se retrouve à New York du 27 février au 3 mars. On mettra ça sur tous les réseaux. On vous attend évidemment très nombreux pour aller visiter Big Apple, un super hôtel sur Times Square qui est pas très loin de la salle. Bref, c'est encore un moment qu'on va partager avec vous et qui va être très cool, Et chers surtout amis. les fan expériences comme chaque fois. On va jouer sur le parquet. On va aller jouer sur le parquet, ça c'est quand même... Madison Square Garden, man. Tu es avec nous, Théo? Avec plaisir, c'est clair. Je m'étonne. En plus, il y aura Patrick Ewing aussi du côté des Knicks. Ah bah, c'est possible. Alors, je sais pas, il revient d'une pubalgie, donc on va voir. C'est possible. On va voir. En tout cas, voilà, il y a des blessures, il y a des stats, tout ça, on voit ça dans les news tout de suite. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, and second. Alors, on va commencer les news avec le carton de la semaine. C'est Jamal Murray qui nous fait un joli petit 48 points face à la défense des Celtics. Record en carrière pour notre ami. Et j'ai un petit peu bossé, Thomas, comme je sais que tu es fan de Ah oui, fan. oui, oui. Fait que le record en carrière donc, de Jamal Murray, c'est 48 points désormais face aux Celtics. Et son record en carrière au rebond, c'est face aux Celtics aussi. 12. C'était 11. Non, Ah, c'était 11 et c'était le 13 décembre 2017. Voilà, donc c'était une petite tag. Donc les Celtics, c'est une Ça t'a la passe, tu l'as? Hein? Stat à la passe, Non, je l'ai record. pas. En tout cas, les Celtics, c'est une équipe qui lui va plutôt bien. On va revenir un petit peu sur la polémique de fin de match, mais d'abord, on va surtout revenir, Théo, sur sa performance. Il confirme de saison en saison que c'est quand même un énorme scoreur, notre ami Jamal Murray. Ouais, c'est un super joueur, hein, honnêtement.
très bon, très gros shooter, etc. Cette année, c'est quand même encore un peu compliqué au niveau de l'adresse. On sent qu'il cherche encore le rythme, mais par contre, je pense que c'est manifeste. Là, les Nuggets lui font confiance, lui donnent les ballons et il a feu vert pour artiller. Donc il n'y a pas de raison qu'il ralentisse dans sa progression. Non, je te rejoins complètement. D'ailleurs, ce match-là, tu parlais d'adresse, vite fait. Alors, sur la saison, il a joué 11 matchs, il a 18 points par match, et il est à un petit 30% à 3 points, sachant qu'il tente 5,5 tirs par match, c'est assez peu. Sur ce match-là, il a fait la chanson à toute la défense des Celtics, qui n'est pas la dernière. Marcus Smart, Terry Rozier, Kyrie Irving, ils ont tous pris dans la gueule. Jalen Brown, ils ont tous pris dans la gueule. Beaucoup de pick and roll avec Jokic, beaucoup de petits tirs à mi-distance, des petits runners à un pied avec la planche, des gros tirs de fin de match. Il a fait une performance vraiment de joueur de très haut calibre. C'est le 5e à s'approcher, à marquer 50 points ou à s'approcher des 50 points cette saison. Donc il faut aussi s'habituer à ces énormes cartons. Il y en aura de plus en plus en NBA. Le bilan de Denver, il est bon aussi. Oui, il est bon. Hein. C'est 9 victoires pour 2 défaites. Alors effectivement, il a fallu que hier soir, ils aillent perdre de manière assez catastrophique à Memphis dans un match dramatique. Donc on n'a même pas envie de parler. Oui. Mais en tout cas, le début de saison des Nuggets, Théo, il est bon. Tu les voyais aussi haut cette saison? Non, honnêtement, je ne les voyais pas aussi haut. Pour moi, c'est la grosse surprise à l'Ouest. Après, à voir si leur défense tiendra toute l'année. Là, hier, on a vu notamment que Jokic a été vraiment en difficulté face à Marc Gasol, qui est un sacré client. Mais pas le seul, hein. Il a pris... non, c'est pas le seul. Gobert galère aussi. Hein, mais il a pris très vite des fautes. On sait que c'est son gros talon d'Achille. Donc sur la saison régulière, je pense qu'ils sont partis pour faire une super saison. En play-off, attention quand même aux ajustements défensifs. J'ai vraiment l'impression que collectivement, il s'est passé quelque chose cet été. L'année dernière, je pense qu'ils ont raté les playoffs uniquement parce qu'ils ne défendaient pas assez. C'est une énorme raison quand même pour jouer au basket. Mais ils l'ont compris cette année. Alors c'est que le début de saison, mais j'ai quand même l'impression que tout le monde s'est mis au diapason, en tout cas pour faire les minima. Ouais, là je regarde les ratings, donc ils sont 10e attaque au rating de la NBA. Ils sont 2e défense. Ça, c'est vraiment une évolution incroyable. Et le premier mec que j'ai envie de ressortir de tout ça, c'est Gary Harris. Je suis persuadé qu'on va en parler dans le débat. Je dis ça, je dis rien. Mais Gary Harris est un super défenseur qui est capable, sur les pick and roll à l'opposé, de bien jouer le goalkeeper, d'être dans l'aide, de venir aider, de ne pas se faire trouer. Et donc, c'est vrai que même en l'absence encore de Asia Thomas, qui ne va pas apporter en défense, on sent que cette équipe a arrivé à maturité défensivement. Et ça, c'était une pièce en l'air en début de saison. On était incapable de dire si ils allaient pouvoir progresser. Ils ont réussi à progresser. Bravo. Hein. Crédit à Mike Malone en tout cas pour cette évolution défensive, le coach, et bien sûr Mike Malone. Mais donc on va revenir sur cette polémique. Donc Jamal Murray est à 48 points, le match est plié, il reste une dernière possession, il reste 8-7 secondes à peu près, et Jamal Murray prend un tir alors que plus personne ne joue pour, on imagine, vouloir passer pour la première fois de sa carrière la barre des 50 points, et ça n'a pas du tout, mais alors du tout plu à Kyrie Irving. Petite, on va même pas dire échauffourée parce qu'on avait affaire à des gentlemen quand même, les gars. Mais Théo, toi, quand tu vois ça, on respecte ce code-là ou en fait, ça va, on s'en fout, quoi. Laisse-lui marquer 50 pions s'il a envie de les mettre, surtout avec un tir à 10 mètres. Ouais, je suis un peu partagé. C'est vrai que c'est l'espèce de code de gentleman, les règles tacites en NBA où on ne joue pas la dernière possession si on est devant au score. Après, les défenses ont qu'à défendre jusqu'au bout aussi. C'est vrai qu'on avait vu ça l'an dernier dans un match avec Chris Paul et avec qui c'était j'ai un trou qui s'était chauffé avec un joueur en dernière à la fin avec Damien Lillard. Voilà, Chris Paul qui avait joué le ballon jusqu'à la fin, Damien Lillard qui n'avait pas apprécié, et Chris Paul qui avait dit si vous défendez ne serait-ce qu'un minimum, je respecte et je vais garder le ballon, mais moi je suis un basketteur, si on move le shoot ou les matchs s'arrêtent au buzzer. Ouais. Oui, nous on est européens et en Europe il n'y a pas de vas-y on joue pas la dernière. Il y a le goal average, on joue jusqu'au bout. C'est différent aussi parce qu'en Europe il y a souvent des trucs de goal average. Oui, aller-retour et tout ça. Bien sûr, il n'y a pas de goal average en NBA. Maintenant, tu l'as dit, c'est une règle tacite et tout le monde essaie de la respecter. Le problème c'est que Jamal Murray, c'est pas la première fois qu'il joue au con dans les dernières secondes, c'est aussi ça. Et quand arrive ce genre de moment, sachant que c'est vraiment pour passer les 50 points, on a vu le tir, pour passer les 50 points, ça la fout mal. Kyrie Irving a une réaction quand même, moi qu'on n'a pas l'habitude de le voir faire, il prend la balle, il a le seum, il shoot, il met la balle dans les tribunes, il prend 25 000 d'amende. Il prend 25 000 d'amende, les amis. Il y a eu un vrai mano à mano entre les deux. Kyrie Irving sur ce match-là marque 31 points, il fait un gros match. On peut imaginer qu'il s'est fait un peu botter par Jamal Murray, qu'en plus il y a la défaite et du coup on peut expliquer ce geste de jeter le ballon dans les tribunes et ça déclare d'après-match où il explique on va se recroiser. Où il explique que ça se fait pas, que c'est pas des gestes qu'il apprécie. On voit la déclare. C'était mesquin et immature. On le reverra. 50 points, c'est quelque chose, mais va les chercher autrement. Mets tes lancers. Tu n'attends pas la fin du match quand plus personne ne joue pour balancer un shoot comme ça. Il a vraiment pas kiffé. Il a pris 25 000 d'amende quand même. Hein. Oui, mais bon, oui, d'accord, mais c'est sinon pas gros. Oui, 25 000 d'amende.
Ouais, je sais pas, moi, pour moi, 25, c'est toujours 25 000, hein, tu vois. Enfin, bref. Et moi, je suis un peu étonné que la NBA lui donne autant. C'est juste ça. Mais alors, il y a eu un ancien joueur, aujourd'hui excellent consultant, qui est Jalen Rose. Jalen Rose prend des paniers dans la gueule, il sait ce que c'est. On se souvient que c'était lui qui avait défendu sur Kobe quand il en avait mis 81. Et Jalen Rose, il a déclaré, et j'ai adoré cette déclaration, si tu ne veux pas qu'un mec marque 50 points, empêche-le d'abord d'en mettre 48. Et ça, je trouve qu'il a tout résumé, en fait. Oui, bah. Qu'est-ce qu'on va batailler pour un mec qui en met 48-50 dans une ligue où finalement on est très axé quand même sur les perfs et les records individuels? Qu'est-ce qu'on va batailler pour une dernière possession 48-50 alors qu'au final le mec il en a déjà mis 48 dans la gueule? Bon, on est d'accord, hein. Oui, En fait, on est t'es d'accord. enceinte de jumeaux, il veut rajouter un triplé. Oui, c'est clair. Et c'est pas pour prendre sa défense, mais c'est vrai que dans 10-15 ans, on se rappellera de combien de points il a marqué sur le match. On se rappellera pas s'il a pris un dernier tir alors que plus personne défendait. Et là-dessus, c'est vrai que la NBA est à fond sur les stats, comme tu le disais, Erwan. Et toutes ces choses-là, ça compte dans le CV d'un joueur. Le nombre de matchs à 50 points, le nombre de triple-double, etc. Donc on comprend parfois pourquoi certains joueurs peuvent craquer et aller chercher. Non, on y reviendra pour Hassan Whiteside. Ouais. Dans quelques, Il peut même y avoir des exactement. primes, hein, des fois, je pense. Oui, c'est possible. Après, la pas forcément aux 50 points, mais sur les triples triples-doubles, sur les ça. doubles-doubles, Ouais. c'est possible. Très bien. Dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous pensez que Jamal Murray a raison de vouloir taper les 50 ou sinon, il faut respecter le code de la route, l'accord tacite entre les joueurs et ne pas jouer les dernières possessions. On enchaîne avec une news assez surprenante. On sait que l'année dernière, on le disait, Tyson Chandler s'est fait wave par les Suns et il atterrit chez les Lakers. Thomas, est-ce que les Lakers avaient vraiment besoin de Tyson Chandler? Ah oui, complètement. Au contraire, c'est pas du tout surprenant. Je vois d'abord une situation à Phoenix où DeAndre Ayton est le pivot. On pensait que peut-être il allait, Tyson Chandler, être le mentor de DeAndre Ayton. Ça n'a pas duré longtemps. Non, ça n'a pas duré longtemps. Aujourd'hui, il était dans une situation où aux Suns, il se passe pas grand-chose. Hein, voilà. Ils ont décidé de le couper. Il était en dernière année de contrat. Il avait un beau petit contrat. Ils lui ont donné ses 10 millions et quelques à notre grand Tyson qui est là quand même depuis 18 piges en NBA. Hein, Quand tu arrives en sortie de troisième en NBA, parce qu'on rappelle qu'il n'a pas fait la fac, C'est vrai. forcément, ça commence très On va pas quand même lui enlever son titre de champion, son titre de défenseur de l'année en 2012, et il arrive donc aux Lakers. C'est un super ajout pour deux choses. Ils avaient besoin d'un mec qui soit backup de Javel McGee, qui fait une bonne saison, parce que quand Javel McGee sortait, il y avait plus de défense, il y avait plus de taille, il y avait plus de rebond, et Zubac n'avait pas fait l'affaire. LeBron en 5 entre guillemets ne fait pas l'affaire. Kuzma c'est pareil. Bref, il y avait le Williams aussi, mais qui est tout petit à côté. Le Williams, hein, pas Lou Williams. Hein. Ouais, le Williams en le poste gars 5, Williams. Et donc voilà, donc il arrive pour apporter donc de la force sur le banc et aussi de l'expérience. Hier, ils ont joué face à Minnesota. Il a joué 23 minutes. Il finit le match. Il a 2 points. Il marque 2 points sur une claquette et il prend 9 rebonds, dont beaucoup offensifs, dont 3 à la toute fin de match pour permettre aux Lakers de gagner. Donc l'impact de Tyson Chandler est déjà effectif dans cet effectif des Lakers. Bonne recrue pour toi, Théo, Ouais. cet ajout de Tyson Chandler? Super recrue, effectivement, par rapport à ce que tu disais, en dehors de ce qu'il peut amener sur le terrain. Je pense que c'est son influence dans le vestiaire qui est importante. Moi, j'avoue que j'avais été étonné lors de son titre avec Dallas de voir autant de joueurs des Mavericks, qui était déjà une équipe de vétérans, souligner son apport, dire que ça avait vraiment été lui le leader tout au long de la saison, qui leur avait permis d'aller chercher le titre. Donc pour une équipe des Lakers comme ça, qui est en transition, qui a besoin de cadre, donc on sait qu'il y a LeBron, on sait qu'il y a Rondo pour faire le job, mais je pense qu'un leader vraiment par l'exemple comme Tyson Chandler peut aussi permettre de cadrer encore plus ce vestiaire, permettre aux jeunes joueurs de prendre leur envol, et puis aux vétérans qui sont là pour se relancer un petit peu, de rester vraiment dans le projet des Lakers. Très bien. En tout cas, il n'a pas laissé les mêmes souvenirs à Dallas qu'à New York, à notre ami. Il prend un titre de 2012, meilleur défenseur de 2012 déjà. Hein. Il fait un passage dramatique. Il Bah, fait une saison et derrière, il est honteux. Quand je vois l'équipe actuelle, je pense que c'est plutôt la franchise qui est dramatique que le passage de Tyson Chandler. On enchaîne avec la NCAA et ce match incroyable, ce début de saison fou et cette affiche. En tout cas, avant le match, c'était une affiche. Duke, Kentucky, sur le papier, ça fait rêver. Nous, ça nous a fait rêver beaucoup moins coach Calipari qui s'est fait démonter. Et en même temps, comment lui en vouloir en face? Démonstration de force de la part des Dukies, victoire 118-84. Et puis les stars ont répondu présentes. R.J. Barrett, 33 points, 6 passes, 4 rebonds. Et Zion Williamson, 28 points, 7 rebonds. Thomas, on a vu. C'était Cam Reddish aussi, hein, c'est important. Cam Reddish, faut le savoir. On a vu une équipe d'adultes face à une équipe d'enfants. Moi, j'ai eu cette impression-là quand même. J'ai vu des mecs qui allaient plus vite, plus haut, plus fort, qui avaient envie de démonter des mecs, et en face, j'ai vu des mecs qui pleuraient du sang. Quoi. Alors en fait, ce qu'il faut dire, c'est que bon, c'était une énorme affiche, un derby, peut-être la plus belle affiche d'ailleurs de NCAA en général, avec North Carolina, peut-être. North Carolina, Voilà, mais donc c'est l'une des plus belles, surtout sur les dernières années. Et on avait beaucoup d'attentes autour donc, de ces 3 stars freshmen, donc que sont Zion Williamson, que sont R.J. Barrett le Canadien et Cam Reddish, qui sont tous les 3 annoncés top 4 de la prochaine
prochaine draft avec Sekou Doumbouya. Il faut toujours placer un petit mot pour notre ami Sekou. Bref, ils ont été incroyables. La première mi-temps, elle est extraordinaire. Ils les ont défoncés de partout, défensivement incroyable. De la relance, du spectacle, des alley-oops. Comme ce qu'on voit d'ailleurs depuis le début avec cette équipe de Duke sur les matchs de préparation. Mais là, c'est face à une adversité qui est autre. Même s'il n'y a pas de très fort prospect chez Kentucky, t'as quand même l'impression c'est rare pour être souligné, mais voilà, ils les ont complètement défoncés. C'est la plus grosse défaite de l'histoire de Calipari. Il n'avait jamais encaissé 118 points dans toute sa carrière à la fac. Bref, c'est un match, si vous l'avez pas vu, allez le voir parce que c'est vraiment impressionnant pour le coup. Théo, t'as regardé un petit peu la highlights, t'as suivi ça? J'ai vu ça. Bah, ce qui est compliqué, c'est qu'on sait que Coach K est l'un des meilleurs coachs universitaire de tous les temps. S'il commence à devenir l'un des meilleurs recruteurs universitaires, ça va vraiment devenir compliqué pour la NCAA parce qu'en l'air de rien, en douce, il est devenu l'expert lui aussi du one and done, qui était quand même la spécialité de coach Calipari. Et puis là, sur ce premier match, c'est vrai que c'était impressionnant, la maturité physique, athlétique et même dans le jeu technique de Williamson Barrett et Cameron Reddish aussi. Il ne faudra pas oublier qu'il va finir très haut, je pense, la top saison. 5, ouais. La Duke, c'est vrai qu'on se demande s'ils ne peuvent pas faire comme UNLV à l'époque, Larry Johnson et compagnie, et terminer la saison invaincus. Mais ils n'avaient pas. Ouais, c'est vrai. Ils ont perdu en finale, non? Ils ont perdu en finale. Perdu en finale. Perdu en finale. Pas vaincu, mais presque vaincu. Challenge quand même de... Énorme challenge. Ouais. Énorme challenge. Après, voilà, la hype est très 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 haute. C'est les Beatles. Hein. On va les suivre de partout. Ils sont incroyables, ils sont spectaculaires. Donc, si vous intéressez pas à la NCAA, ça tombe bien. Le lundi, on va en parler dès que possible quand tu auras des grosses affiches. Et on fera évidemment les profils des prospects de la prochaine draft. Et il y aura donc ces trois mecs qui sont incroyables dans des profils très différents. Donc, vous avez Zion Williamson que tout le monde connaît maintenant, vu les highlights au lycée. On avait quand même tous de gros doutes. Putain, il fait des trucs quand même. Il est fort dans le dribble. Alors, c'est un espèce de Julius. Moi, pour moi, c'est un Julius Randle en plus fort. Il est mobile, il a du dribble, il a d'une puissance. Bah, il est gaucher, il a pas de TG entre guillemets. Là, il met un tir à 3 points, il met un petit dribble comme ça. Tu vois, dans le profil, Daniel Cousin, c'était le profil Adriano. Ils ont pas eu du tout la même carrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est dans le profil. Mais moi, j'ai été surpris par sa qualité de passe. Il a fait. Il a la vista. Il a eu 2-3 trucs. Ah ouais, ça veut dire que tu sens vraiment le jeu. Et puis surtout du tir externe. Alors on sait que c'est pas attraper shooter, mais par contre c'est tu montes pas, je sanctionne. Et donc c'est un mec qui bosse, qui évolue quoi, qui est pas que sur son physique, ce qu'on pouvait un petit peu lui reprocher quand il était en high school. Il a déjà bossé le mec. Moi, c'est vrai qu'il m'a fait, pas pour revenir encore une fois sur UNLV, mais j'ai l'impression que c'était un petit mix de Larry Johnson, de son début de saison et début de carrière NBA où il était plus athlétique, plus costaud que tout le monde, et sa fin de carrière quand il avait son petit jeu de loin, ses 3 points, etc. Plus de dos, mais toujours la technique et toujours quand même un. C'est vrai, Larry Johnson, c'est une bonne comparaison. On va lui souhaiter de ne pas avoir les blessures, mais d'avoir le début de carrière de Larry Johnson, quand même, à notre ami Zion. Même s'il dit c'est Zion apparemment, mais il dit que Zion, c'est lourd aussi. Bref, on est dans les prénoms. En tout cas, vous avez bien compris que mon édito, c'était parce que la draft qui arrive, il y a des mutants, et qu'au bout d'un moment, les mecs, les Knicks, voilà, faites-vous plaisir, mais qu'on puisse récupérer ce genre de mec à la prochaine draft, ça serait RJ Barrett, tu t'en régales, je te le dis. Déjà, alors je vous dis, vous êtes les Knicks, imaginons, premier tour de draft, vous êtes plutôt Williamson ou Barrett? Barrett, c'est le meilleur joueur des trois. RJ Barrett est vraiment très fort, c'est le numéro 1 de la draft. Et Cam Reddish est très très fort. Le gars, l'équipe qui va les récupérer, ils vont récupérer un arrière-ailier de grande qualité, hyper mature dans le jeu, bon sur le tir, bon sur le dribble, qui est capable de faire plein de trucs. Donc il y aura que des gens pas déçus a priori. On pourrait voir les 3, 1, 2, 3. Ouais, sauf si Sekou est 3e. Ce qui est annoncé aujourd'hui dans les mock drafts. Il est annoncé, moi je l'ai vu, c'est plutôt 7. Hein. Non, il est 3e, j'ai regardé ce matin. Je me suis dit, allez faire un kiff, il est 3e. Ça va vite. Hein. Après, il a mis 34 tiers en pro, Sekou. C'est le gars qui fait des fausses annonces comme ça. Tu ne serais pas le seul. Tu n'es pas le premier. Ouais, des fausses infos. Un club dans lequel tu as joué, c'est un peu bizarre. Bref, on enchaîne avec la news là, on va sur la paire de hier soir. C'est notre ami Hassan Whiteside, un petit peu discret. Théo depuis le début de saison, et pourtant hier soir, notre ami, il s'est régalé face à LaMarcus Aldridge en plus, et la belle victoire de Miami face aux Spurs. Et on a vu, Tom, du grand Whiteside. 8 contre, 22 points, 20 rebonds, c'est ça? Alors, il est à 18, 14 et 8 contre à la mi-temps. Et il finit à 29 points, 20 rebonds, 9 contre. Et on en parlait par rapport aux stats. Apparemment, il aurait demandé à recompter ses contres. C'est ce que j'ai vu là, visiblement. Il affirme qu'il a fait un 10e contre et il a demandé à la NBA de recalculer tout ça pour vérifier que. Putain. Après, s'il a raison, si tu recomptes et que tu arrives à 10, c'est un triple-double. C'est pas la première fois qu'il le fait. Il a déjà fait un triple-double avec les contres. 8 en première mi-temps, c'est un record NBA. Et en face, donc c'est LaMarcus Aldridge. Il lui a mis des contres. Mais tu sais, alors je voulais revoir les stats de LaMarcus. Alors, en attendant de regarder les stats de LaMarcus,
Polo, hier on avait notre ami Emerick Parker bien sûr. qui fait partie de l'équipe First Team évidemment, qui était au bord du terrain à l'American Airlines Arena. Vas-y Polo, on voit la smoule, regardez, c'est le petit clip. En même temps, on va parler dessus évidemment, mais on a pu voir les highlights de Whiteside au plus proche du terrain. Ouais, DeRozan qui était là. Je regardais les stats donc, de nos amis. DeRozan hier, c'est 18 points, 14 rebonds, 8 passes, pas mal. Mais donc LaMarcus Aldridge finit à 16 rebonds et 6 points. Tout petit match pour lui qui fait de très bonnes saisons. Et notre grand Whiteside, il est évidemment pour quelque chose. Il a été dans la dissuasion pendant tout le match et justement, on peut rebondir sur son bon début de saison. Dans l'attitude, je le trouve vraiment bien. Et pourtant, au début, moi, je disais que c'était la clé, peut-être pour un éventuel transfert et l'avènement de Bam Adebayo. Et ben aujourd'hui, Whiteside, il fait du bon taf. C'est sûr que si on voit le Whiteside de fin de saison dernière, moi, je disais, il faut le trader parce que c'est un cancer. Mais là, il est plutôt discret, un peu dans les stades. Mais en tout cas, quand il ne fait pas parler de lui, qu'il est à ce niveau-là, Miami devient tout de suite une autre équipe. Théo. Ouais, je suis pas un très grand fan d'Hassan Whiteside personnellement. Personne ne l'est vraiment. Non, mais quand il est bon, tu vois, quand il fait sa des mère matchs, peut-être. Bien sûr, mais j'attends de voir effectivement s'il peut maintenir une éthique de travail à la hauteur de son potentiel et de son talent. On sait que dans le vestiaire, c'est quand même compliqué, qu'il est tout le temps à râler. Le fait qu'il demande à ce qu'on recompte ses comptes, on le disait un peu en plaisantant, mais c'est un peu symptomatique du moins du personnage. Je suis pas un très gros fan du joueur. Ce qui est marrant par contre, c'est qu'effectivement, je sais pas si, enfin, j'imagine vous avez vu, mais je sais pas si c'est vos téléspectateurs, comment on dit pour nos spectateurs, si vous les viewers. Les viewers. Et Popovic a traité les Spurs comme des vulgaires cadets en sortant son 5 de départ. Il y avait 15-4. Il y avait 15-4, ils ont sorti les 5 d'un bloc pour faire entrer 5 remplaçants. Ça, c'est du Popovic. Ouais, ça, c'est du Popovic. C'est vrai que normalement, tu le vois pas dans le monde professionnel de dire sanction les gars et dégagez tous, et peut-être 6000 se rentrent et met quelques paniers pour relancer la machine. Mais ça, c'est vraiment du pop, à prendre des temps morts à moins d'une minute de temps de jeu, enfin, genre de truc. C'est quand même un mec qui aime avoir de l'impact sur son équipe, quoi. Il aime bien se faire mousser aussi. Il aime bien se faire mousser, mais c'est ce qu'on aime aussi, c'est marrant. Parfait. On enchaîne. On a fait le tour des news et on va enchaîner avec le match de dimanche. C'est les Hornets qui se déplacent chez les Detroit Pistons, où ça va pas très bien. Wax avait peut-être pas si tort. Focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Alors, laissez-moi retrouver mes notes. Je me suis perdu dans mes paplards parce que j'ouvre 40 fenêtres à la seconde. Je suis comme toi, Thomas. C'est vrai que t'es bon pour meubler comme ça. Tac, nous y voilà. Donc, le match de dimanche, ça sera les Hornets à Détroit. On a un petit clip, comme tous les jeudis. The Detroit Pistons preparing to defend home court in this Eastern Conference banner. Smith. Floater. Oh, the alley-oop was there. What a gorgeous feed. Have fun, man. Go get the dub. Dominate. Parker got the triple. Blake Griffin down the lane to the rim. Oh, look at Kemba go. Come on! Et pour petite info, les deux équipes seront en back-to-back. Charlotte reviendra de Philadelphie, pas cadeau. Et Détroit reviendra d'Atlanta, c'est un peu plus cadeau, on va pas se mentir. Ouais. On va parler de Détroit la semaine dernière, on va s'attarder un petit peu plus, Théo, sur les Hornets. Comment tu trouves leur début de saison ? Alors leur début de saison est plutôt intéressant, je trouve que voilà, c'est un bon début de saison. Ce qui m'inquiète un petit peu, en particulier pour ce match-up avec Détroit, là, c'est quand même le secteur intérieur. Parce que Détroit a quand même deux vrais monstres à l'intérieur et Charlotte c'est très très léger, light pour le moins. Moins que les saisons passées, il n'y a pas de blessure en tout cas. Ouais, mais bon, quand tu fais le Marvin Williams face à Blake Griffin et Cody Zeller face à André Drummond qui vient de sortir un 24 et 25 J'entends. et des stats de mammouth de pivot sérieux, on peut imaginer qu'il y aura un avantage à l'intérieur, c'est vrai, côté Charlotte. En revanche, enfin côté Détroit, pardon. En revanche, t'as Kemba Walker qui est aujourd'hui sur la, enfin je sais pas, tu vois, on parlait au début de saison ou la fin de l'année dernière. De quelle saison il pouvait faire et on se posait la question, justement il est en fin de contrat, quel type de joueur c'est réellement et 2 fois All-Star et tout ça. Là il est en train de prouver quand même que c'est un joueur de très haut niveau. Tu dois avoir ces petites stats peut-être, Erwan Exactement, 28 points par match et quasiment 6 passes décisives. C'est des vrais stats de très haut niveau. Avec un bilan, on le dit, hein, les Hornets pour l'instant 6e de la conférence Est. Et surtout les Hornets, on a l'impression, c'est là où je voulais en venir, surtout ils ont l'air débarrassés pour l'instant, en tout cas de ce début de saison, de blessures. On se souvient que l'année dernière, alors oui, Cody Zeller, c'est pas Dédé Drummond. Non, Cody Zeller, quand il est pas là, chaque fois, ça fait 2 ans qu'il est blessé et ça fait des trous
énorme C'est vrai. dans l'effectif. Il y a Willy Hernan Gomez qui semble avoir trouvé sa place aussi dans la rotation. Et derrière, ils ont Biombo, qui est clairement la 3e position Ouais, qui joue très peu, hein. sur le poste 5. Mais voilà, ils ont 3 mecs sur le poste 5, personne n'est blessé. Et pour James Borrego, ça lui offre des options sur un poste sur lequel ils ont énormément souffert, Théo, les saisons dernières. Ouais, bah, c'est vrai que l'an dernier, c'était un petit peu les chats noirs là, en termes de blessures. Ils ont enchaîné toute l'année. Et puis ils avaient Dwight Howard aussi, ce qui n'est jamais cadeau. Ouais, où fallait absolument lui filer la balle. Et c'était un peu Quand déjà ça va pas, que tu as Dwight Howard dans le vestiaire qui prend la tête à tout le monde parce qu'il veut jouer comme Hakim Olajuwon, c'est encore plus compliqué. Mais peut-être que ça joue aussi dans le bon état de forme de l'équipe. Ce qui est intéressant, c'est Tony Parker là, qu'on voyait à l'image. Pas mal son rôle en complètement, en 6e homme, mais des gros stats sur un très... plus de 18 minutes par match pour 10,1 points, tu vois, et quasiment 5 passes décisives. Ouais. Et surtout, je crois, des bonnes stats. Il a eu un passage là face à Miami, OKC et Cleveland où il est à 24 points, 17 points et 12 points. Donc oui, de toute façon, il est en canne, on l'a déjà dit. Et je trouve que c'est vrai que ce rôle de vétéran backup de Kemba Walker, ça se passe très bien aujourd'hui. Et dans le vestiaire aujourd'hui des Hornets, on est persuadé qu'il a une voix qui compte. Et il y a ce fameux truc de playoff. J'ai jamais raté les playoffs de ma vie. Je veux qu'on y aille tous ensemble. Et a priori, il y a une espèce d'alchimie qui s'est un peu créée. Alors, ils ne sont pas à 10 victoires pour une défaite. Hein. Ils sont à 6-5. Mais il y a de l'espoir pour la suite. Quoi. Il y a de bonnes bases. Il y a un autre Français dans cette équipe, c'est Nico Batum. C'est le 2e plus gros temps de jeu de l'équipe. Et pourtant, ces stats, qu'est-ce qu'on doit en penser? Plus de 33 minutes. Donc, plus de 33 minutes, à peine 10 points. À peine 10 points par match. Après, il est toujours touche à tout. 4 passes et 6,4 rebonds. On attend encore un petit peu plus de Nico. Bah, je pense au rebond, effectivement, c'est pas intéressant. C'est la stat qui est peut-être, je crois que c'est sa 2e meilleure saison au rebond ou un truc quelque chose comme ça. Par contre, c'est vrai que dans le reste, ça reste un peu discret. On sait qu'il est là pour faire le lien, ce qui est un peu frustrant pour nous qui connaissons Nico depuis longtemps. C'est-à-dire qui connaissons son salaire. Non, mais ça, c'est peut-être plus pour le club. Mais nous, quand on sait de quoi il est capable, on attend toujours un peu plus, forcément. Quoi. On sait pour Nico, on va l'atteindre autour des 14-15 points par match. Bah, s'il est à 15 points, c'est une bonne saison, de toute manière, au vu de sa carrière. S'il est à 15 points, 5 passes, 6 rebonds, c'est une bonne saison pour Nico Batum avec des pourcentages un peu hauts. Moi, j'ai envie qu'il mette tu vois, il a le plus gros temps de jeu, qu'il nous fasse un match un peu référence, là, un peu un 30 points. Ce serait bien qu'il va le faire. Franchement, chaque année, on sait que. Il sort à un moment donné 1 ou 2 matchs comme ça, surtout en suivant, à cheval, en peu de temps, il arrive à sortir 2-3 grosses perfs et il lance en fait sa saison. Enfin, le plus important, j'ai envie de dire pour les Hornets, c'est que pour l'instant ça marche, que Nicolas Batum n'est pas blessé, que même de manière générale le roster des Hornets, il n'y a pas de blessés et que si ça continue comme ça, il pourrait accrocher les 8. Ce qui reste, l'objectif principal, c'est de retrouver les playoffs pour les Hornets. Donc c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et une démarche en plus pour cette chemin vers les playoffs, ça sera dimanche donc sur beIN Sport ou sur le League Pass. Petit prono moi je vais dire quand même Détroit à domicile parce que les autres vont revenir de Philadelphie. J'ai peur qu'ils aient les jambes lourdes et les mallettes pleines surtout. T'as dit quoi toi? J'aurais dit Détroit aussi. Après tu disais que les Pistons revenaient d'Atlanta, c'est ça? Ouais. Je crois que la vie nocturne est assez chaude aussi, donc sur un back-to-back peut-être que... Espérons qu'ils prennent l'avion direct et qu'ils passent pas par... être fatigués, mais je dirais Détroit quand même. Ouais. Moi c'est plus le back-to-back qui me fait dire surtout à Philadelphie où je pense qu'ils vont y laisser des plumes quoi. Ouais, c'est clair, moi aussi je dis Détroit à domicile. Bon, très bien. Dites-nous vous dans les commentaires si vous imaginez l'exploit. Il n'y aura pas de Charlotte à Détroit, même s'ils gagnent à Détroit, c'est pas quand même un exploit. Détroit qui reste avant le match d'Atlanta, là ils sont sur une victoire, 5 défaites. Hein. Ouais. Voilà, on a fait le tour de ce focus. Rendez-vous dimanche soir donc. Et en attendant, on va passer au débat. Il y a plein de choses à dire. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do. Qui est sous-coté, qui ne l'est pas, c'est le débat qu'on va avoir aujourd'hui dans le First Day Show. Et c'est intéressant parce que d'abord, Théo, on a voulu faire ce débat avec toi parce que, déjà, qu'est-ce qu'un joueur sous-coté? Sur quel angle on se base? Sur un angle de salaire? Sur un angle marketing, médiatique? C'est toujours intéressant parce que finalement, on s'est penché sur des joueurs avec Thomas quand on a fait cette liste où on a dit des noms, on me disait, mais attends, moi, un mec à qui on donne autant d'argent, passé notamment à Mike Conley, qui est l'éternel sous-coté, mais finalement, quand tu regardes son salaire, il y a quand même des joueurs, des mecs responsables et professionnels qui lui ont filé beaucoup d'oseille. 153 millions, voilà. On rappelle, hein, quand même. Mais c'est un mec qui n'a jamais été All-Star, c'est un mec qui a été une fois ou pas du tout, je crois, appelé dans les regroupements de Team USA. Donc voilà, c'était intéressant de savoir un petit peu qu'est-ce qu'un vrai, déjà, un joueur sous-coté. Pour toi, Tom, c'est quoi? Moi, j'irais sur l'aspect salarial et un peu médiatique. Je pense que l'aspect salarial est très, 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 très important
Parce qu'aujourd'hui, un mec voilà, comme Mike Conley qui a 25-30 millions la saison, on peut pas dire qu'il soit sous-coté. Surtout que Mike Conley, qui est un très bon exemple, il joue dans une conférence où il est en concurrence avec Steph Curry, Russell Westbrook, James Harden, Chris Paul, bref, Damian Lillard, bref, il y a quand même d'autres mecs qui sont a priori un peu plus fort que lui, même si ça se joue à pas beaucoup. Donc voilà, moi j'irais d'abord sur le salaire. Tu vois, le meilleur contrat de la NBA pendant quelques temps, là, c'était Isaiah Thomas, qui gagnait 6 millions la saison et qui était All-Star et leader d'une équipe. Donc voilà, j'irais plus sur le côté salarial plutôt que médiatique. Voilà, c'est ma définition. Pour toi, Théo ? C'est intéressant. Moi, j'aurais plutôt penché du côté de l'avis du grand public, en fait. Pour moi, le joueur sous-coté, c'est le joueur sur lequel le grand public ne s'arrête pas forcément. Le joueur qui permet à son équipe de gagner, mais en restant dans l'ombre de la superstar. Et parfois, ça peut être, on peut se rendre compte, notamment à l'occasion de blessures, que le joueur le plus important d'une équipe, c'est pas forcément le joueur le plus fort de l'équipe. Pour moi, c'est un petit peu ça la définition du joueur. Tu penses à André Robertson ? Mais ceci dit, c'est un très bon exemple. Il aura fait un sacré trou la saison dernière. Non, mais c'est un très bon exemple de joueur sous-coté, effectivement, parce que je me serais pas rendu compte, moi le premier, je me serais pas dit qu'il avait un tel impact sur le jeu d'Okessi avant sa blessure. Alors, il est sous-coté jusqu'à ce qu'il tire à 3 points, voilà, quand même. Ou des lancers francs. Qui mettent même un lay-up tout seul à droite. Ouais, pourtant, il y a une... Bref, il n'est pas dans notre liste, André Robertson. En tout cas, c'était bien d'en avoir cité notre liste. On va commencer avec un mec qui fait un super début de saison dans une équipe qui marche fort. Et c'est un vrai soldat de Victor Oladipo. C'est Domantas Sabonis, qui sort de Gonzaga, qui commence sa carrière pro à côté de Russell Westbrook. On sait que c'est pas toujours facile, mais qui a l'attitude exceptionnelle, qui ne dit jamais un mot plus haut que l'autre. 22 ans, 3e saison déjà, 11 millions sur 4 ans. Je crois qu'il est dans son contrat rookie. Oui, contrat rookie, oui. Il est dans son contrat rookie. Et regardez cette saison, le chantier de notre ami, 14 points par match, 8,7 rebonds, 2,6 assists. Il a mis un poster sur Joel Embiid et surtout, il a un énorme impact dans les matchs. Il est même en train de grailler un petit peu Tadeusz Young, qui lui aussi, dans le sous-côté, est pas mal. Alors même s'il joue plus 5. Parce qu'il a majeur, je veux dire. Là, aujourd'hui, il n'est pas dans le 5 majeur. Et on peut imaginer, au vu de ses performances... Mais il finit. Hein. Ouais, il finit. Mais du coup, tu peux imaginer que, au vu de son truc, qu'il soit introduit dans le 5 majeur. Pourquoi pas ? Par exemple, à la place de Miles Turner, qui fait une saison, encore une fois, comme ci, comme ça. Quand je vois ces stats, là, 14 points, 8,7 rebonds, c'est des stats de mec titulaire, presque en double-double, et qui fait kiffer. On va juste rappeler son match face à New York, dans une victoire 107-101. Ouais, tu vas arrêter. Au foot, tu me parles de Marseille. Au basket, tu me parles de New York. Tu veux qu'on se batte ? C'est toujours pareil, t'as qu'à supporter les bonnes équipes. Moi, je peux rien y faire. Il a quand même nous sortir un match à 30 points, 9 rebonds, surtout à 12 sur 12 au tir. Pas mal, Domantas. Mais il a cette qualité, Théo, d'être juste, de jamais en faire trop, d'avoir très peu de déchets, Sabonis. Ouais, bah là, c'est aussi, je pense qu'il y a une partie ADN qui joue. Hein. Tu m'étonnes. Quoi Qui est son père ? Tu connais la famille, toi ? J'apprendrai à personne que son père, Arvidas, c'est un des plus grands joueurs européens de si ce n'est le plus grand. Il est dans le débat. Il est dans le débat pour la question. Tout à fait. Là, il est dans le débat pour le. Avant genou, enfin. Genou en bon état, évidemment. C'est un mec qui a été drafté, il me semble, je le dis de mémoire, en 88, mais qui arrive en NBA très tard, 96 par là, il me semble, et on se souvient de ces duels avec Shaquille O'Neal. C'était quand même assez incroyable. Je pense que Sabonis, on dit que c'est peut-être le plus grand joueur européen avec Petrovic. S'il est arrivé en NBA à l'époque où il est drafté par Portland. Je pense qu'il aurait pu clairement faire partie des meilleurs pivots de l'histoire de la Ligue. 95-96, il arrive à Et il est drafté en 88 ? Il est drafté en 86, 24e choix par les... tellement tard. Et après des années extraordinaires au Real, où il est incroyable. Ouais, c'est ça, parce qu'il arrive en NBA sur la fin de sa carrière, après avoir eu 2 opérations très importantes au tendon d'Achille. On sait aujourd'hui à quel point c'est dur de revenir d'une opération. Surtout quand tu fais 2,50 et en 130 kilos. Hein. Voilà, donc vraiment un joueur extraordinaire. Mais effectivement, Domantas, super joueur. Je pense que ces années à se taper Steven Adams à l'entraînement tous les jours, ça a dû le former aussi et lui permettre de passer un cap. Non, ça fait plaisir de le voir enfin responsabilisé et d'avoir un rôle dans une équipe. Tous les mecs qui sont du trade pour envoyer Paul George à OKC s'éclatent, en tout cas Indiana. Après ils sont deux. Ouais, mais c'est les deux. Ouais, mais les deux, c'est 100% de réussite. Hein. T'as un mec qui a fini à MyPit, t'as un mec cette année qui va peut-être, si on reste comme ça, qui peut peut-être être dans la course au meilleur 6e homme de la Ligue. C'est ça que je voulais te dire. Oui, c'est vrai. Et son pourcentage, il joue que 24 minutes par match, on l'a dit. Son pourcentage au tir, c'est quand même 65%. Sachant qu'il a un petit jeu, il fait pas que des lay-ups ou des rebonds offensifs. Très juste, notre ami. Vrai joueur. Très, très juste. On enchaîne avec un autre mec dans la conférence Est. Lui aussi, pareil, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est Josh Richardson qui fait un énorme début de saison avec le 8 combo poste 1, poste 2. Il fait énormément du bien à cette équipe du 8 en début de saison. C'est tout à fait le genre de joueur qu'on va appeler sous-côté. Alors, il a signé son contrat, il a un bon petit contrat. Sans dire qu'il a 20 millions, il a un bon petit contrat. Mais il a plus de 20 points en ce début de saison, sachant qu'au Heat, tu as beaucoup de joueurs de même niveau. Et on se posait la question de qui allait
pas prendre le leadership forcément, mais en tout cas, qui allait être très bon. Tyler Johnson, le retour de D-Wade, Wayne Ellington dans un rôle de shooter, bref, pas mal de joueurs comme ça. Goran Dragic n'est pas là, et c'est lui qui a pris le leadership au scoring. Alors, 21 points, c'était avant le match d'hier, il est à 20 points maintenant, mais il nous fait un match dans la régularité et dans l'impact vraiment très, très intéressant. On l'a vu jouer en vrai, il a un profil un peu atypique, tu vois. Alors, sans dire que c'est Kevin Martin, mais il a un peu de biais quand il tire à 3 points. Mais c'est un gars qui est très actif sur le terrain, clairement. C'est un bon joueur. Ça s'inscrit un petit peu dans la définition que tu avais, Théo, de dire des mecs finalement sur lesquels on ne s'attarde pas, mais qui sont des vrais bons joueurs. Et quand ils ne sont pas là, surtout, ça se voit. Exactement. Et puis là, on parlait de gens sous-cotés. Je pense que Eric Spoelstra est peut-être un des coachs les plus sous-cotés de tous les temps. Jamais dans la course pour être coach de l'année, malgré ses titres, malgré ses performances, etc. Et je pense que voilà, c'est aussi le succès d'une organisation comme lui, qui est très organisée, où il y a un président qui fait son job et il y a un coach qui fait son job. Ça permet à des joueurs de pouvoir éclore et de ne pas avoir une pression de résultat immédiate tous les ans qui leur permet d'arriver à maturité et puis aujourd'hui d'avoir l'envol qu'a Richardson. Et c'est un club, une franchise qui a des trouvailles aussi. Tu vois, Whiteside, évidemment, Whiteside qui était au Liban, on rappelle sa carrière, qui a bourlingué, qui était à Hawkins, qui n'était pas prêt, pas mûr pour la NBA. Ils l'ont trouvé, il a eu de l'impact direct. C'est une franchise qui travaille bien dans l'ensemble. Pas trailer, oui, il sait faire. Oui, complètement. Il a dû rester au Knicks, celui-là. On enchaîne avec un autre mec qui fait lui aussi un très bon début de saison dans une équipe plutôt agréable à avoir joué aussi, qui progresse. C'est Caris LeVert. Notre ami des Brooklyn Nets, vraie belle. Alors pour ceux qui ne le connaissaient pas et qui le découvrent de cette saison, il fait quand même un sacré chantier chez les Nets et c'est même lui qui a pris, j'ai envie de dire, le leadership et le scoring de cette équipe. 24 ans, 3e saison, 7,5 millions sur 4 ans, il est encore dans son contrat rookie, mais des stats de mecs qui vont certainement toucher un peu plus à la sortie de leur période de rookie. Caris LeVert, c'était une superstar du lycée, il avait le potentiel pour être en NBA, être un vrai joueur. Il a eu des blessures, il a galéré pour atteindre le Saint Graal, c'est-à-dire de jouer en NBA. Et il s'y a imposé finalement plutôt rapidement, parce que l'année dernière, tout le monde voyait qu'il avait des qualités, et là il est en train de confirmer dès le début de la saison. Alors ça peut lui arriver de passer au travers, tu vas me dire que je fais exprès, mais face aux Knicks, encore une fois, il nous a lâché un petit match à 4 points, à 2 sur 11 au tir, mais malgré tout, sa moyenne est quand même à 20 points par match. C'est dire à quel point c'est le leader aujourd'hui d'attaque et au scoring sur les lignes arrière. Pourtant, il y a D'Angelo Russell dans l'équipe. Surtout, mais il l'a pris le leadership offensif vraiment, naturellement. Et en fait, il fait des choses qu'il ne faisait pas avant. Et même quand il rate, en tout cas, il a l'attitude du leader offensif. Et c'est ça qui est super intéressant dans l'évolution de Caris LeVert, c'est qu'il n'est pas juste je fais des bons matchs parce que je suis sur une bonne période ou dans un bon soir. Non, c'est comme ça, c'est mon évolution, c'est mon type de jeu. Donnez-moi la balle, je vais mettre 20 points tous les soirs. Ouais. Mais là aussi, je ne voudrais pas faire injure au Heat en comparant Brooklyn à Miami, mais il faut aussi saluer le changement qu'il y a eu dans cette équipe. Même chose à nouveau, un coach en place qui sait qu'il va être en place pour faire du développement de joueurs et qu'il a la confiance du management. Un bon GM. Un GM qui fait l'excellent boulot. Et donc, on sent que cette équipe, même l'an dernier, alors que les résultats n'étaient pas là, elle travaillait malgré tout dans la sérénité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui paye pour Caris LeVert. C'est que le début, d'ailleurs, je pense. De toute façon, leur but, c'est d'avoir une star qui arrive, Brooklyn, machin. Est-ce que quelqu'un aura les cojones pour venir prendre le max et dire c'est mon équipe, et avec tous les petits jeunes et donc cette stabilité dans les bureaux, eh bien on va tenter d'aller en playoff. Pour rajouter Jarrett Allen et tout, c'est vrai que c'est peut-être la prochaine étape pour ces Nets-là, c'est de devenir attractif pour un énorme free agent. Ils sont en plein dedans, et d'ailleurs dans les prévus, ce qu'on disait, c'est stabilité, un fond de jeu et la possibilité de signer quelqu'un de sérieux, à voir qui maintenant. On est tout à fait d'accord. Le prochain, fait un petit peu plus débat, c'est Chris Middleton, Théo. Parce que c'est le lieutenant, on va dire, plus de Giannis Antetokounmpo. C'est un très très fort joueur, mais on n'a pas l'impression qu'il a tout le temps la reconnaissance qu'il devrait avoir. On voit 7e saison déjà, qui rentre quasiment un petit peu dans le statut de vétéran. Il rentre aux États-Unis. Cette saison, 70 millions sur 5 ans, c'est un beau contrat, mais on est quand même loin des contrats énormes d'autres. Et quasiment 20 points, 5 rebonds, 4 passes dans une équipe qui marche, qui gagne des matchs et qui cette année vise au moins les finales de conf. Moi, je suis fan de Chris Middleton. J'adore ce joueur. Il faut rappeler que c'est un 2e tour de draft quand même. Donc les Bucks sont allés le chercher loin. Et c'est vraiment le joueur qui fait rêver tous les fans de basket analytics. Complètement.
quelqu'un qui n'a pas une qualité à part son shoot vraiment très forte, mais qui est bon partout, bon défenseur, bon passeur, qui peut monter la balle si besoin est, qui peut aller au rebond. Voilà, c'est pas pour dire que c'est une copie conforme de Giannis, loin s'en faut, mais en tout cas c'est super cohérent avec ce qu'essaient de mettre en place les Bucks depuis plusieurs années, avec que des athlètes hyper longs qui peuvent changer sur tous les postes en défense et qui offensivement, voilà, il n'y a pas vraiment de faille manifeste dans son jeu. Non. Il comble les trous, il se place là où il faut, et puis il y a un moment où son salaire va sacrément grimper. Il lui reste 2 ans de contrat, il est à 12-13 millions. Ils ont lâché Jabari Parker. Certes, c'est les blessures, mais c'est parce qu'il était quand même annoncé pour être la deuxième option derrière Giannis. Là, s'ils l'ont lâché, c'est peut-être aussi parce qu'il y a eu l'explosion de Chris Middleton. Parce qu'il y a un gars qui était meilleur que Jabari Parker, clairement, je suis d'accord avec toi. Il est régulier, il est sûr, tu l'as dit, sur tous les aspects du jeu. Il ne se chie pas dessus en play-off. Il se chie pas dessus en play-off. Et il a cette stat incroyable cette année. Alors là, cette stat, elle est incroyable. Alors, on l'imagine All-Star, hein, mais il est à 44% au tir, dont un superbe 48% à 3 points. Normalement, c'est plutôt l'inverse. T'es meilleur sur le tir global, et puis tu baisses un peu à 3 points, sachant qu'il tente presque 8 tirs par match. Donc, sélection de tir, c'est un mec très propre, intelligent. très propre. Tu disais que c'était un joueur complet, adroit, mais c'est vrai, passeur, touche à tout, mais surtout, c'est un mec qui joue juste, on en revient encore à ça, et ses pourcentages, ça montre bien que dans sa sélection de tir, c'est un mec intelligent. Il ira au Star Game si les Bucks Si les Bucks restent dans le top 3. Moi, c'est ce que top 4 même, ils seront 2 à y aller avec Giannis. Ça serait mérité. Complètement. Et l'année dernière, on se souvient, avec les blessures, il a failli y aller, enfin pas failli passer le cut, il était dans les discussions pour le All-Star Game. Très bien. On se souvient quand même qu'il y a des mecs comme Kyle Korver qui ont été All-Star, tu vois. Ouais, complètement. Comme Chris Middleton, on est quand même sur un niveau supérieur. Ouais, et puis ça rejoint ce que tu disais, c'est un mec dont on parle un peu moins, mais il bénéficie aujourd'hui des bons résultats de son équipe. On peut pas parler de tout le monde non plus. C'est aussi ça. Donc les bons joueurs, faut en parler, mais c'est pas non plus un top 5 à son poste. Donc, même si je pense que maintenant il doit y être à peu près sur le poste 2, Dites-nous 2-3. si Chris Middleton sur les postes de 3 et top 5, top 10 pour vous. Faites-nous votre classement aussi. Ouais, bon courage. C'est toujours intéressant. Ben ouais, nous, on a bossé nous aussi. Pardon, si je peux, un dernier mot sur Chris Middleton, c'est que s'il est sous-coté au vu du grand public, je pense qu'il est clairement pas sous-coté auprès des coachs. Non. Et on sait que pour avoir une place au All-Star Game, c'est souvent ça qui compte le plus. Absolument. C'est vrai. On enchaîne avec un mec, là, c'est mon petit. Ils se rejoignent avec Chris Middleton d'ailleurs. Un petit Lui, peu, là. alors il est plus petit, c'est moi. Enfin, sur le profil. Il est sur plus le... petit. Tu sais, moi j'aime bien Draymond Green, et puis tu sais d'où il vient, Michigan State. Et Michigan State, ils aiment bien fournir des joueurs de basket. Et Gary Harris est un très bon joueur de basket. Et donc c'est notre prochain sur la liste, c'est Gary Harris, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Combo 1-2, fort défenseur, fort attaquant aussi. Contrat correct, 84 millions sur 4 ans, mais là aussi on est. Correct, gros contrat, oui. Comment, non, 20 millions à saison. d'accord, mais. Attends, il a dit correct. Je veux que je prends d'autres contrats de mecs, on n'est pas à 120 millions les saisons, 110 millions. Putain, il a 20 millions à saison. Putain, moi je signe pour ça. Mais d'accord. Ok Thomas. Non mais Chris Middleton est à 13 millions, il a 20 millions, c'est ça que je veux dire. C'est un gros contrat quand même. Pour un jeune joueur, tu vois. Très bien. Bon, il a 24 ans, on rappelle. Bon il est pas le contrat, star. C'est vrai que c'est un bon contrat. Oui, merci. Donc 18 points, plus de 18 points, 4 bons, 3,2 passes, et surtout, déjà 24 ans est déjà un élément clé. Vraiment, chez les Nuggets, c'est un élément sur qui Mike Malone s'appuie énormément des deux côtés du terrain, Théo. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait fait une saison rookie extrêmement décevante. Et malgré tout, les Nuggets lui ont conservé toute leur confiance. Et il y a une dynamique assez intéressante qui fait que chez les rookies, souvent, on regarde les gros scoreurs, on regarde ceux qui scorent vite. Et à eux, on va donner un potentiel important. Et c'est rarement le cas des très forts défenseurs. Et il y avait une analyse de journaliste d'ESPN, Zach Lowe, qui était assez intéressante, où il comparait Gary Harris pas à Kawhi Leonard, pas pour dire qu'il avait le même potentiel que Kawhi Leonard, mais que souvent on loupe cette donnée de regarder un joueur qui est un excellent défenseur dès sa première saison, qui prouve qu'il a le physique, la caisse, la compréhension du jeu pour pouvoir avoir un impact directement. On peut aussi lui prêter un gros potentiel. Et je pense qu'effectivement, Gary Harris qui paye aujourd'hui, c'est ça. Une fois, enfin, on en a parlé plusieurs fois depuis le début de l'émission, mais sur les bons potentiels, leur donner la possibilité de se développer, de s'épanouir. Et voilà, Gary Harris, effectivement, super joueur comme toi, comme tu dis, Erwan. Comme moi, j'ai une question. Aussi, ouais. Je suis flatté, c'est un joueur comme moi. J'ai une question. T'as raison, saison Q, c'était 3,4 bien points. sûr. Ouais. Alors, une fois de plus, là, c'est les points, mais peut-être que dans la compréhension du jeu, ce que tu dis, il avait montré des choses, et juste déjà, la saison d'après, il augmente à 12,3 points. Et ça me fait penser à un autre mec, Jimmy Butler, très fort en défense, qui petite saison rookie. Ouais. Et ça me fait penser à un autre mec. Alors là, c'est une question que je peux te poser, Frank Ntilikina. Du coup, est-ce qu'on peut imaginer ce même genre de parcours? Bah oui, et d'ailleurs, il y a, enfin, du côté d'Enix, peut-être pas, mais du côté de certains observateurs, il y a exactement la même analyse. Quand tu vois qu'un mec comme Frank, dès sa première année, est un des meilleurs défenseurs sur pick and roll de toute la ligue, Ouais.
tu te dis qu'il y a un vrai potentiel à exploiter, à travailler. Donc j'espère que, comme tout le monde, j'espère que New York... Après, j'aime bien cette Deron comparaison. Temeray aussi, dans le même profil, qui est meneur. Enfin, J'aime bien cette comparaison de rookie entre la saison rookie de Gary Harris et de Frank Ntilikina. Maintenant, j'ai quand même l'impression que Gary Harris est un attaquant de race un petit peu plus confirmé que ce que peut être Frank Ntilikina. Bah, on verra. Tu sais, il y a des gens qui se révèlent. James Harden, il avait quelque chose, on ne pensait pas qu'il allait faire des 50-15-15. D'accord, je te parle de... Oui, non, genre, mais t'as raison. Oui. Shooter un peu plus naturel. Et puis sur sa deuxième année, il est déjà à 12,3 points. Ouais. Genre, ce que j'aime bien... Moi, je signe tous les jours pour que Frank soit à plus de 10 points. Quoi. Ce que j'aime bien avec Gary Harris, pour finir sur lui, c'est qu'il est dans une équipe où il y a du monde. Il y a du monde qui aime tirer, il y a un système qui permet à tout le monde d'avoir la balle. Mais quand tu as Jokic, Jamal Murray, Barton, tous ces joueurs, Paul Millsap, tous ces joueurs qui aiment avoir la balle, même si Paul Millsap apparemment a décidé de rentrer dans le rang au niveau du scoring et de l'impact offensif. Mais voilà, il arrive à sortir son épingle du jeu parce que c'est un joueur, encore une fois, très propre, qui est très fort sur les lay-ups. On n'en parle jamais, mais c'est un des meilleurs joueurs au pourcentage, un des meilleurs joueurs sur le pourcentage sur les lay-ups. J'ai eu un débat comme ça tout l'été, et c'est vrai que quand tu t'y intéresses vraiment, tu vois que en fait, il rate très très peu quand il peut. C'est à Londres, vraiment, nous, quand on parle, tu te souviens, ces places incroyables avec Wax en bord de terrain, sur le match Denver-Indiana, et c'est à Londres, on avait été surpris par sa qualité de drive et ses qualités de finition au contact sur les grands. Et quand tu es bord terrain, c'est incroyable de voir des mecs avec des physiques normaux, entre guillemets, aller mettre des lay-ups sur la gueule de mecs de 2m10. Ouais. Gary Harris, mon gars sûr. Ouais, on finit avec le dernier, et lui pareil, c'est archi intéressant, c'est Taurean Prince. C'est mon gars ça. J'ai insisté pour le mettre. Là c'est le gars de Thomas qui a insisté, comme tu dis, poste 3 d'Atlanta, joueur complet, qui sort de Baylor il me semble. Je crois aussi, ouais. Baylor. Mec qui est arrivé déjà prêt en NBA, qui a attendu un petit peu que les Ken Bazemore autres se barrent. Il est toujours là, Bazemore. Mais non, pas Bazemore, c'est Folocha, je voulais dire, et autres, il y en a d'autres qui sont partis. Oui, je vais te retrouver ça. Oui, bref. Tu m'as compris. Attends, un ailier d'Atlanta. Bref, en tout cas, il a attendu son tour, sans jamais dire un mot. Et c'est pareil, un mec, un two-way player très fort, poste 3, capable de mettre dedans, capable de défendre fort, d'aller mettre des paniers. Il peut jouer 4 aussi dans le basket moderne. Un beau joueur que ce Taurean Prince. Ouais, puis un joueur qui joue dur. Thug Life. On dirait, tu sais, un Kawhi Leonard un peu du pauvre. Ben justement, tu vois, pourquoi je voulais absolument parler de ce gars-là? Parce que pour moi, il est dans la lignée de plein de joueurs, et je vais aller du... Alors Kawhi, c'est le meilleur de tous pour ça. Mais il me fait penser à Trevor Ariza au début de sa carrière. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a du potentiel dans les mains, qui est capable de scorer, qui est dans la transition, il a des step-back Taurean Prince assez incroyables, faut qu'il gagne en régularité et tout ça. Donc il me fait penser à Trevor Ariza, mais je pense qu'à un moment donné, il va taper son plafond. Comme Trevor Ariza, il pensait que ça allait être un super joueur, il va au Magic et finalement, il devient pas All-Star comme il pouvait l'imaginer. Et le meilleur dans tout ça, pour moi, c'est Iguodala. Qui est un super défenseur, qui peut tout faire sur un terrain, à la fois scorer, qui a été All-Star, mais à qui il manque un peu quelque chose pour être un vrai franchise player. Et je pense que ce gars-là fait partie de cette classe de joueurs, poste 3 défenseur, shooter, et qui peut faire plein de trucs sur le terrain. Ouais, beau compliment, effectivement. Maintenant, avec André, on oublie un petit peu le joueur qu'il a été. Démarrer Carroll. Démarrer Carroll, ouais. effectivement. Pardon, Puis même, il y a Kyle Korver devant lui, il a attendu son tour. Mais il n'était pas là, je crois. Non, ça fait que sa 3e saison. Je pense pas qu'il soit là quand ils sont tous là. Mais c'est pas grave. Kyle Korver, il se croise, c'est sûr, il me semble. Ok, bon, très bien. Je regarde. Mais oui, André Iguodala, c'est vrai que maintenant, c'est le genre de joueur qui devient sous-coté à force, après avoir été un moment surcoté aussi. C'est vrai qu'on a espéré un moment qu'il devienne un franchise player, je pense pas qu'il était bâti pour, mais par contre, voilà, il y a eu, entre être potentiellement le 2e meilleur joueur d'une équipe qui peut aller très loin et être un joueur sous-coté, souvent il y a un fossé. Mais André Iguodala, il en est là aujourd'hui. Ouais, complètement. Donc voilà, si on souhaite à Taurean Prince d'être dans une bien meilleure équipe, et je suis persuadé que c'est le genre de gars qui pourrait être titulaire dans toutes les équipes, sauf celles qui ont les top méga super poste 3 de la ligue. Évidemment, il ne va pas prendre la place de Kevin Durant aux Warriors l'année prochaine. Ou de LeBron. Oui, ou de LeBron, oui. Par contre, je pense qu'on s'est vraiment trompé sur le... Je crois qu'il n'a même pas croisé Desmarais Carroll. Mais c'est ce que je te dis, il n'a pas croisé Desmarais Carroll. Même. Bah oui, c'est ce que j'ai l'impression. Bref. En tout cas, bonne info. En tout cas, on l'aime beaucoup. Oui, on se mélange les pinceaux. Écoute, on a fait le tour un petit peu donc, de tous ces joueurs sous-cotés, même si la plupart, on voit, ils ont des stats, ils ont un rôle dans leur équipe. Maintenant, ça, comme le disait Théo, ça peut se passer aussi par rapport au regard du public, ou pour toi, Thomas, plus par rapport à une considération financière. Voilà, le débat est comme souvent illimité. Dites-nous, vous, dans les commentaires, qu'est-ce qu'un joueur sous-coté, et surtout, faites-nous votre liste de joueurs sous-cotés. On aime bien comparer avec les nôtres. T'es prêt, Théo? Ouais. C'est le moment qu'on parle de Rivers. Ah, bah, parfait. Très bien. C'est la séquence Rivers. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Alors, on a plein de questions à te poser, mais avant ça, quand même, tu nous as fait parvenir une vidéo
archi lourde, archi bien montée. On s'est régalé à la regarder et du coup on voulait la partager avec nos amis de la First Team évidemment. Bonjour à tous, c'est Evan Fournier, rédacteur en chef de ce nouveau numéro de Reverse. Vous pouvez soutenir cette campagne en la partageant à vos amis et en nous boostant. Merci à tous, ciao. L'aventure a commencé au début des années 2000 avec la création de Basket Session, donc un site internet sur le basket et le basket NBA principalement. Ça a duré 5 ans et au bout de 5 ans avec l'équipe et puis notamment des membres de la communauté, on s'est dit que ça serait intéressant de créer un titre de presse, donc un magazine papier. À l'époque c'était un peu osé parce que la presse n'était pas en grande forme et on s'est dit qu'on allait créer Reverse avec un contenu assez différent, une maquette différente, des images différentes. Depuis quelques mois en fait on réfléchit parce que ça fait maintenant 13 ans. Ça fait 67 numéros de Reverse qu'on a publiés, tous différents, avec des thématiques à chaque fois assez fortes, beaucoup de belles aventures, des rencontres exceptionnelles. Et on disait qu'il fallait peut-être, encore une fois, pour revoir un peu notre projet, essayer d'améliorer encore Reverse pour lui donner une autre dimension. Le MOOC, c'est un tout nouveau format, c'est à cheval entre le magazine et le book, le livre. Donc par rapport au Reverse qu'on faisait déjà précédemment, qui était déjà conséquent en termes de nombre de pages, là ça va être quelque chose qui n'a rien à voir. On va passer carrément sur 200 à 220 pages, donc vraiment un objet qu'on va pouvoir garder, dans lequel on va pouvoir se replonger plusieurs fois dans le temps ou même faire découvrir à d'autres personnes. On avait envie de pouvoir prendre le temps. Et pour le lecteur, l'objectif, c'est de leur donner le temps de pouvoir savourer, profiter à fond des histoires qu'on peut leur raconter, des entretiens qu'on est amené à faire avec différents acteurs du basket, de manière à ce qu'ils puissent en tirer plus que ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet, le temps d'un tweet ou le temps d'un simple article. En fait, Reverse, dès le départ, c'est un magazine qui a été fait par des basketteurs, pour des basketteurs, et pour toutes les personnes qui aiment de près ou de loin ce sport. Donc c'est un magazine à la fois sportif, mais aussi culturel. Evan Fournier nous a fait l'honneur d'être notre premier rédacteur en chef de notre MOOC Reverse. Le magazine Reverse sonne sa révolution à travers un tout nouveau format. Pour chaque numéro de cette nouvelle version de Reverse, nous avons décidé d'ouvrir la rédaction à tous les activistes de basket. Ce MOOC, c'est le magazine de toute la communauté, mais avant tout le vôtre. Aujourd'hui, on a besoin de vous, c'est pour ça qu'on lance un financement participatif par l'intermédiaire de KissKissBankBank pour 3 raisons principales. Première raison, on aura un circuit de distribution qui sera différent. Donc on a réellement envie d'être en contact direct avec nos abonnés et les personnes qui souhaitent avoir ce MOOC. Donc on a besoin de vous maintenant. Deuxième raison, on a choisi de faire un produit premium. Donc cela implique une façon de travailler différente à la fois au niveau de la conception et de la fabrication. Et troisième raison, essentielle pour nous, garder notre indépendance tant éditoriale que financière. Pour toutes ces raisons, on a réellement besoin de vous maintenant. On a besoin de votre participation et de votre soutien financier. Et on a aussi besoin que vous en parliez autour de vous. Ça donne envie, hein. Ouais, lourd. Bravo déjà, bravo pour la vidéo et bravo cool. pour le projet parce qu'il y a un truc moi que j'ai adoré dans cette vidéo, c'est dire on veut faire des choses qu'on peut pas retrouver aujourd'hui sur un Twitter ou sur un réseau social. Et ça, je trouve ça archi intéressant parce qu'aujourd'hui, on consomme que ça quasiment le matin avec Tom quand on se lève. On est sur Twitter pour regarder les résultats, les actions de la nuit. Et c'est cool, on va pas se mentir. Bien sûr. Mais au bout d'un moment, prendre le temps aussi de raconter une histoire avec des détails, des témoignages autres qu'on peut pas mettre en 140 caractères. Aujourd'hui, c'est 280. Peu importe, c'est pas en 280 qu'on peut sentir et vraiment connaître une histoire. Et en ça, je trouve ça archi cool, quoi. Je suis ravi que tu l'aies vu comme ça parce que c'est vraiment nous l'idée qu'il y a derrière ce nouveau projet. Donc c'était déjà un peu l'idée du magazine Reverse. Là, le fait de passer sur ce format qu'on appelle MOOC entre magazine et livre, c'est vraiment l'idée de pouvoir prendre encore plus le temps de raconter les choses. Parce que comme tu le disais, moi je suis le premier à aller sur Twitter, sur Internet, lire les news, regarder les vidéos. On se nourrit tous de ça. Et je pense que ce que nous on peut apporter, c'est quelque chose de complémentaire à ce qu'on peut trouver sur Internet, qui permettent effectivement de prendre le temps d'aller dans le détail, d'aller au fond des choses. C'est-à-dire que même si on était un magazine qui faisait 98 pages, là, en passant à 220, on aura encore plus le temps dans nos entretiens de toujours poser la question de plus ou du moins de pouvoir la partager à nos lecteurs. Parce qu'en tant que rédacteur, le plus frustrant pour nous, souvent, c'est de voir ce qu'on doit couper d'une interview, ce qu'on doit couper dans un article par manque de temps, par manque de place surtout. Et donc là, avec ce nouveau format, l'idée, c'est vraiment d'en donner plus à nos lecteurs et puis aussi de renforcer ce lien direct qu'on avait avec eux puisque maintenant on sera plus du tout disponible dans les kiosques, on sera uniquement sur de l'abonnement et de la vente directe. Donc ça va nous permettre de renforcer ce lien avec les lecteurs, de renforcer cette connexion et d'être dans l'interaction encore plus avec eux. Et surtout, ça n'existe pas ce format, Tom. Ah bah non. On sait que la presse écrite, c'est compliqué, le milieu de la presse écrite est compliqué, mais ce format-là n'existe pas. Et quand tu vois un bouquin de 220 pages, puis on sait qu'en plus qu'au côté
design, ça et tout, on n'a qu'à voir la vidéo, vous savez bien faire. Ça n'existe pas, quoi, de prendre un bouquin où on va aussi apprendre des choses, pas juste avoir des résultats ou des interviews chaudes, quoi. Là, on va avoir des sujets froids. Bah, de toute manière, c'est ce que tu disais un peu, c'est que dans le magazine Rivers, du coup, nous, tu nous les envoies à chaque fois qu'il y en a un qui sort, et moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à lire chaque article. Alors évidemment, il y avait toujours un peu d'actu, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais par contre, les petites histoires sur les anciens joueurs qu'on connaît, alors nous plus ou moins, mais tu vois, soit de nom, mais tu vas chercher ces petites histoires et que tu vas lire, machin, dans le métro, avant de te coucher, sur la plage et tout ça, c'est là où cet outil, ce livre est vraiment intéressant, mine de rien. Et voilà, aujourd'hui, tu as soit des sujets télé ou des trucs comme ça. Nous, on pense à en faire pour raconter des histoires. Mais sinon, tu as l'autre biais, c'est évidemment le book, le MOOC, tu l'appelles comme tu veux. Mais en tout cas, ce moyen, lire, voilà, réapprendre à lire quelque part. Après, nous, on lit, on a toujours lu, hein. Mais voilà, nous on adore ça, on adore le ton Rivers, et j'ai toujours adoré les petites histoires que tu lis pas ailleurs, quelque part. Bah oui, c'est vraiment ça, l'objectif, c'est exactement ça. Et puis, comme tu disais, Erwan, ça permet aussi de mettre plus en valeur les articles qu'on écrit, ça laisser de la place au graphisme, on aura de la place pour des portfolios de photographes ou d'artistes qui s'inspirent de basket ou qui traitent le basket. Il y a aussi tout l'aspect culture qui était déjà présent au cœur du magazine, qu'on va pouvoir développer encore plus, parce que pour nous, comme pour vous, c'est manifeste, le basket, c'est pas juste un hobby, c'est pas juste un sport, c'est un mode de vie, c'est une culture de vie qui fait que quand on se croise, il faut 30 secondes avant qu'on comprenne qu'on est basketteur et qu'on va pouvoir parler musique, cinéma, qu'on va pouvoir parler basket, qu'on va pouvoir parler de tout un tas de choses parce que c'est le lien qui nous unit. Vous avez fait appel aux dons, il restait 2 semaines, ça se passe plutôt bien, mais il reste 2 semaines hein, pour ceux qui veulent encore participer à ce super projet. Oui, exactement. Donc on est passé par le biais d'un financement participatif, par le biais de KissKissBankBank. On a été un petit pas, je ne vais pas dire surpris, mais on a vraiment été ravis de voir l'engouement que notre campagne a pu susciter auprès des passionnés d'une part, et puis aussi du milieu basket, ce qui nous a fait comprendre qu'on était dans la bonne direction. Et donc il nous reste 15 jours sur cette campagne. Et l'idée pour nous, même si on a atteint un certain nombre de nos objectifs, c'est de pouvoir faire passer le mot au plus de gens possible, parce que maintenant qu'on sera plus disponible dans les kiosques, il faut que les gens sachent qu'ils peuvent toujours nous trouver et qu'on a ce format, effectivement, tu disais, qui n'existait pas dans le basket. C'est la première fois qu'il y aura un MOOC sur le basket, ça sera le nôtre. Donc presque de 2 à 3 ou 4 fois par an, on verra sur la périodicité, nos abonnés pourront recevoir un objet de 200-220 pages costaud qu'ils pourront ranger dans leur bibliothèque et puis sans doute, du moins c'est notre objectif, ressortir dans 3-4 ans, se replonger dans les histoires, se replonger dans les anecdotes et à retrouver autant de plaisir on l'espère en tout cas, que la première fois qu'ils l'auront ouvert. Évidemment, on peut retrouver le lien dans la description de la vidéo. Donc si vous avez envie de participer, eh bien vous n'avez plus qu'un. Hop, une petite carte bleue, on met 1500 € et puis Rivers c'est très content derrière. Exactement. Rivers sur les réseaux sociaux, c'est Twitter, Instagram et Facebook. Hein. Ouais, c'est @RiversMagazine sur Twitter et sur Instagram. Et sinon, allez sur basketsession.com qui est notre site. Il y a toutes les informations nécessaires. Et le premier sera évidemment sur LA et ce sera une joie de participer aux anecdotes de la ville de Los Angeles et des Lakers. Et notre c'est pas même plus un article parce que notre reportage, ça sera sur toi et pourquoi tu es fan des Lakers. Ouais. Ça vient. Bah ouais, parce que je suis vraiment fan des Lakers. C'est moi qui vais écrire ton article. Ouais, bah t'es un peu mon gars qui écrit. Oui, je vais pas dire le mot parce que ça me stresse un peu, mais pourtant tu vas être ce gars-là, quoi. Bah c'est vrai qu'il y aura effectivement un dossier important sur Los Angeles. Donc les Lakers sont partis, mais ce ne sera pas que les Lakers, ça sera vraiment sur le basket de Los Angeles. On vous parlera aussi de grandes figures du streetball, peut-être dont vous n'avez jamais entendu parler. Et comme on pouvait le voir dans la petite vidéo de présentation, on a la chance d'avoir Evan Fournier qui est donc notre rédacteur en chef exceptionnel pour ce nouveau numéro. Mais on a aussi fait appel à un comité de rédaction exceptionnel. Il y en aura un différent pour chaque numéro. Vous, bien sûr, vous en faites partie parce que voilà, on travaille ensemble depuis un moment. L'écriture, c'est la base de ce métier. Moi, je suis pas là pour faire le pinpoint devant des caméras. Je voulais pas faire ça à la base, moi. C'est toi qui voulais briller. Moi, je suis un mec d'écriture, de rédaction sombre avec des lumières tamisées à 2h du matin. C'est ça qui m'intéresse, moi. Mais voilà, l'idée, c'est effectivement de pouvoir travailler avec la communauté pour chaque numéro et de nous, de notre côté, nous ouvrir, parce que c'est vrai qu'on peut vite avoir tendance à travailler chacun dans notre coin. Et puis là, ne serait-ce que par ce financement participatif, on s'est rendu compte de la solidarité qu'il y avait dans cette communauté basket. Et donc nous, c'est l'occasion de pouvoir travailler avec un athlète à chaque numéro pour avoir un peu son idée du traitement du basket, ses inputs, etc. Et puis aussi travailler avec d'autres gens tels
tels que vous, tels que Jacques Monclar, Rémi Reverchon, pardon. Voilà, vraiment se nourrir de la communauté pour en redonner encore plus aux lecteurs. Eh ben, on est de tout cœur avec vous, Bah à ouais, 200%, et on sera avec, non seulement on vous souhaite le meilleur, et on est aussi avec vous dans ce projet, et on est ravis aussi d'en faire partie. Tout à fait. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais Parce c'est que vrai. tu disais que le basket, c'était pas que du sport et des stats, il y a aussi un petit peu de De lifestyle. flow. Mais oui, c'est ça la culture du basket. On va essayer, en fait, on va essayer une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois. Enfin, en fait, on va pas essayer, on va le faire. On va vous présenter les meilleurs baskets qu'on a vus sur les courtes de NBA. Il y en a déjà par le biais de notre ami Pierre de Radio Grenouille sur les réseaux sociaux, sur le site et tout ça. Mais dans l'émission qui se prête le mieux, eh bien, c'est la nôtre, celle-là, où on est un peu peinardos avec Russell Westbrook qui est là et qui est évidemment l'un des ambassadeurs du flow en NBA. Du flow NBA. On va commencer par qui ? Le meilleur joueur de la planète, a priori, puisqu'on fera bientôt un débat. Est-ce que LeBron est toujours le meilleur joueur de la planète ? En tout cas, on a regardé quelques photos de notre ami LeBron ces derniers temps, à la fois on-court et off-court, hein, n'est-ce pas ? Vas-y, Polo, lance-moi quelques photos. Alors, regardez, on l'a vu sur le parquet. Même LeBron, il rentre pas au Memphis à Paris, je te dis direct. Il est en presto, souviens-toi des prestos, Erwan. Ouais. Vous vous souvenez avec Rajon Rondo qui fait la tête à côté ? Moi, j'ai eu des prestos, j'étais en 5e. Elles sont revenues à la mode. Moi aussi, j'ai été en première, et ça me fait très mal quand j'entends que tu étais en 5e quand j'étais en première, sachant que j'ai redoublé 4 fois. Vas-y, Polo, enchaîne. Fais-moi ça, ton petit diaporama tranquillou. Regardez, là, c'était pour Halloween. On l'a mis pour juste montrer à quel point, même quand il fait flipper, il a du flow, notre ami LeBron. On est d'accord. Il a travaillé. Hein. Il a travaillé. Il a vraiment bossé son flow parce que je me souviens même quand il est drafté avec son costard blanc. C'était l'époque qu'il voulait. Ouais, mais c'était l'époque gangsta. Attends. Oui, mais il a quand même travaillé. Il a eu une belle équipe derrière lui au niveau de l'image. Plus que d'autres. Plus que d'autres. Avançons. On ne fera évidemment aucune référence aux joueurs NBA. Et là, on l'a mise parce que, alors oui, il y a le maillot du PSG. Mais alors, regardez les Nike Element 87, là, les React Element 87. La paire la plus difficile à trouver en ce moment. Je sais pas si c'était sneakers, mais celles-ci, elles sont introuvables ou alors il faut lâcher 350 balles. Donc, tous les chanceux qui l'ont chez eux, eh bien, sachez qu'on pense à vous et qu'on vous souhaite le pire. Évidemment. Un cambriolage. Ouais, c'est clair. On enchaîne avec les Jordan 16. Alors, il les a mis sous plein de coloris, les Oreo, les machins, les trucs. Genre, évidemment, à chaque match, il a une paire différente. C'est là où il est incroyable. Et il marque toujours ses petites inscriptions sur ses baskets. On se souvient de Lamar Odom qui écrivait le nom de sa grand-mère perdue, parce qu'il a perdu plein de monde autour de lui, de ses enfants, de ses machins. Et les joueurs NBA adorent marquer ça. Erwan, je sais que toi aussi, tu aimais marquer des choses sur tes chaussures. Qu'est-ce que tu marquais à l'époque ? C'est vrai, des phrases de la Bible. Voilà, pour me donner de la force et rester concentré sur mon match et ne pas répondre aux arbitres. Oh mon Dieu. Vas-y, Polo, enchaîne Ou sur des quelques citations trucs. de Baudelaire et tout. Regardez les trucs. Vous les trouvez comment les LeBron 16, les gars ? Pas mal. Je trouve que Nike a... Moi, j'ai toujours dit, on l'a toujours dit, que j'ai trouvé que les LeBron James, ça faisait un peu des chaussures de bourrin. Et depuis 2 ans, je trouve... Non, mais c'est vrai, ça me fait chaussures pour pivot, chaussures un peu... Voilà. LeBron n'est pas pivot pourtant. Hein. Oui, mais bref, et je trouve qu'ils ont affiné un petit peu le style. Et aujourd'hui, tu vois, si je joue encore au basket, ben, je pourrais m'acheter des LeBron, ce qui depuis la LeBron 2 avec la Scratch, n'a pas été le cas. Et toi, Théo, qu'est-ce que t'en penses ? Celles-là sont vraiment fraîches, là, en blanche, ou je sais pas si c'était blanc cassé. Ouais, il y avait un peu de blanc. Ouais, vraiment très très classe, ouais. Tu pourrais porter des LeBron, toi ? Tu joues avec quoi d'habitude ? Moi, je joue plutôt avec des chaussures plutôt basses, mais effectivement, je rejoins ce que disait Erwan là, sur ce genre de modèle. Là, ça me semble... Ça me donne plus envie d'avoir ce type de modèle que celles qui montaient un peu plus haut, qui faisaient... Qui étaient rigides, surtout. C'était pas des David Robinson à l'ancienne. Ouais, mais presque. C'est un peu pour ça à savoir, quoi. On a cité la dernière, mon Polo. Tu peux me mettre la dernière s'il y en a encore une. En tout cas, voilà, tous les mois, on vous sortira les meilleurs baskets qu'on a vus. Il y aura évidemment du Under Armour, du Adidas, en fonction des sorties et tout ça. On vous parlera des petites... Du Bopi. Je connais pas ça. Non, c'est quoi ça ? Je suis sûr qu'il y avait à Carrefour. Quand on est... C'est un peu comme un Témi, ce genre de truc. Pour les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Oh, très bien. Bon, on fera ça. T'es bon en quiz, Théo ? Bien sûr, je suis bon. Alors, j'ai fait un truc exprès pour croiser, parce que je sais qu'on a plus de notre génération que celle de moi. J'ai fait un truc un peu croisé. Avec plaisir. J'espère que tu vas le botter. On est prêt ? Allez, c'est le moment d'écarter les quiz. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, Alors, c'est un quiz d'experts, je vous le cache pas. 3 manches. La première, ça va être je vous donne une équipe championne NBA et on dit, vous me donnez chaque fois un joueur de cette équipe-là. Okay. Chacun son tour. En bugne à bugne, chacun son tour. Oui, chacun son tour. Ensuite, on fera
je vous donnerai les... Vous connaissez le truc de MIP, le trophée de MIP. Bah, depuis 2000, je vous donnerai une année, il faudra me donner le joueur Super, qui a été élu. Donc, C'est difficile ça. Hein. Ouais. Très difficile. MIP, c'est difficile. Très difficile, surtout que là, j'ai Bobby devant Simmons. moi. C'est le gars qui- Très difficile. Le gars qui- Et ensuite, on finira par le traditionnel. Qui suis-je? C'est là où tout se joue. On commence? Allez, vas-y. On va commencer. Allez, Boston champion en 2007-2008. Donnez-moi un membre de l'équipe à chaque fois. On commence par toi, Théo. Allez, Paul Pierce, Kevin Garnett. Non, ah non, pas de Paul. Kevin Garnett. Paul Pierce, Kevin Garnett, bien sûr. Rajon Rondo. Bien sûr, Ray Allen. bien sûr. Euh... Ah, là, on est bon, là. Bon, non. Brian Scalabrine. Oui, Perkins. bien sûr. J'ai son nom. Je vois sa tête, je trouve plus son nom. Prends ton Je temps. trouve quelqu'un d'autre. C'est fou de pas trouver les noms comme ça. Ah, c'est une mécanique relou. Hein, quand Ouais, c'est clair. Vas-y, décris-le. On décris-le si on le trouve ensemble. Un mec qui a gagné avec le Heat aussi. Ouais. Oui, je vois. Ouais. Moi aussi, je l'ai. un Un ailier. un James ailier. Posey. Posey, exactement. James Posey, on te l'accorde. Non, merci. Tony Allen. Tony Allen, La évidemment. famille, la famille. T'as dit Perkins. Ouais. Un mec qui était avec les Kings, une rotation intérieure, un bourrin. Un bourrin des Kings. Parce que moi, je vois un Qui avait- meneur qui a des remplaçant coupes- qui qui a a des coupes de cheveux, qui a des coupes de cheveux improbables. Ah Ah oui, Scott Pollard. Scott Pollard. Oh, celui-là, j'aurais pas Alors, trouvé, hein, merci. Si, ouais, est-ce que, alors, j'en ai un, mais j'hésite. Vas-y. Est-ce qu'il y a un gars qui a 40 piges, qui est vraiment vieux, qui a été le star? Possible. PJ Brown. PJ Brown, bravo. Propre, très propre. Là, ça se complique, Ouais, le mec. ouais. Et il en manque un quand même qui est assez connu. Moi, j'en ai un aussi encore. Qui a fait J'en ai pas un mal ou de deux encore. vagues. Un meneur qui a joué à Miami un shooter aussi. à 3 points, qui a joué à Miami, qui a joué House. à Phoenix 1. Eddie House. Exactement. Il est dedans. Ouais, il est dedans. Bravo. Glenn Baby Davis. Glenn Baby Ah Davis. bah oui, bien vu. Et là, après, c'est Bien compliqué, je pense. Hein. Ah ouais? Est-ce Enfin, il que- y en a un, je pense, qui devait être chargé comme une mule, qui fait des finales incroyables, qui va Ah, à oui. Cleveland, Oui, oui. fin de carrière. Ouais, ouais. Ah, ça oui, pas de oui, folle, oui. là. Oui, Oui, même, qui est la génération la- LeBron, là. Poste qui était, 4 avec ouais, un ouais. fils de poste 2, il Ah, met attends, il il- met la Jackson a tête dit là où qu'il personne met serait la pas main, accepté. met la tête là où personne met la main. Lui, il était dans la génération LeBron, c'était le meilleur joueur de la génération LeBron quand LeBron avait Et après, 12-13 il va à ans. Cleveland, Ouais, allez, salut. disparition. Exactement. Lyon. Lyon Poe. Lyon Poe, ouais. Lyon Poe. Bon, après, c'est très compliqué. Vas-y, après. Après, il y a Barbeau, il est Gabe pas là. Tweet. Ouais. Oui. Bradley, il est pas là? Non, Bradley. et après, on a fait Pas tout. Real encore, Anthony, PJ Brown, Sam Cassell, Ah, ça oui, me cassait. exact. Glenn Ouais, Davis, celui-là, on a pu trouver. Garnett, Ouais. Eddie House, Perkins. On était bon, hein. Théo a gagné. Ouais, Cette manche. J'ai gagné, moi. Ah, bah, allez, c'est arbitraire, hein. Alors, je vous ai pris les MIP depuis 2000. Ouais. Je vous donne donc l'année, vous me donnez le joueur, et après je vous file un indice, et ça sera au plus vite. C'est rapidité, hein. D'accord? Rapidité. Tu donnes l'année, faut qu'on donne le joueur. ça Voilà. 2000, donc on commence avec 2000, qui a été MIP en 2000. Oh putain. Il est aujourd'hui consultant. Mike Miller? Non. Non, il Il est aujourd'hui rookie. consultant, un des meilleurs, pour moi, consultant NBA. Ethan Brand? Non. Mais non, il est rookie, je suis un ouf. Un des meilleurs consultants NBA, qui a un vrai vécu universitaire, un vécu NBA aussi. Bonne Qui a- Paris. Chris Webber? Donc, qui a mangé des... Il jouait avec Chris Webber à Jalen Michigan. Rose? Ah, Jalen Jalen Rose. Rose. Jalen Rose. J'avais oublié. Ah qu'il bon, était Jalen Rose, rookie. je savais même pas qu'il était. Bah, lui, il était sous-côté, tu vois. Alors, Ah j'aurais ouais, pu- vrai gars, vrai gars. En 2001, un mec comparé à Kobe, qui passait jamais un tour de playoff. T-Mac. T-Mac. Ce Parfait. mec, les MIP, c'est ouf, bah ouais. Allez, je vais aller un peu 2-0. plus loin. 2-0. En 2006. Bobby Simmons. Non. C'est 2005, Bobby Je vais les Simmons. placer En avec la 2006, un mec adore le catamaran. Il s'est acheté Ah, un- Boris Dio. Diaw. Boris Dio. En 2008, 2008. Il est quel club? Quelle franchise? en 2008, il doit être à Orlando, mais il est passé par les Kings. Il est passé par FS Pilsen. Il est passé par les Kings. Turkoglu. Turkoglu, Nice. bien sûr. En 2009, il a été... T'as un poste? Paul George l'a mis dehors. Ah, Dave Ah, Granger, ouais. bien sûr, la famille. Les Granger. Oh, celui-là, il n'est pas facile. En 2010, En 2010, le MIP, est-ce que t'as un poste? un meneur-scoreur passé par la Chine. Croqueur de sourd, qui a fait Jordan pour Crawford? l'NBA. Non. Un meneur-scoreur? Passé par la Chine. J.R. Smith? Non, mais non. Qui est Meneur. passé par plein de clubs. Chicago. Xavier Gravelaine? Non. Un meneur qui est passé par Chicago? Entre autres, Oh putain, un meneur! un croqueur. Ah, Nate Robinson? Non. Dans le même genre? Ouais, moins athlétique, mais... Ah, Aaron Brooks. Aaron Brooks. Aaron Brooks, de ouf. Bravo. Bien joué, bien joué. Bravo. Bien joué, Aaron Brooks. 2012. Shooter exclusif. Poste 4. Gros salaire. Ryan Anderson. Ryan Anderson. Et on va finir avec 2017. 2017, on est quoi là? 2010? C'est que j'avais C'est Paul George. Avant le Non. dépôt.
Paul George. 2016. Paul George, c'est 2013. Olympique, 2017, c'est Thomas. l'an dernier. C'était il y a 2 ans. Ouais, bah oui, je... Un mec qui aujourd'hui cartonne tout, risque d'être MVP de la Ligue. James Harden. Non. Yanis. Yanis en tête. Yanis, il est MIP. En 2017, il est MIP. Il y a des vrais gars quand même, hein. Ouais. Ah oui, il y a des vrais mecs. Il y a CJ McCollum en 2016, il y a Jimmy Butler en 2015. Oh, il y a des vrais gars, ouais. C'est clair. Parce qu'avant, on se souvient que le MIP, c'était un peu le truc quand tu l'avais, après t'étais dans la mouise. Alors, au vu des derniers gars qui l'ont gagné, bon, on s'est pas trop trompé. Bon, égalité, on va dire. Oui, Voilà. un partout. Qui suis-je? Tout se joue là. Allez, Et là, il vas-y. n'y aura bien sûr pas d'indice à part mon excellente définition. Qui suis-je? Je suis né le 24 août 1984 dans le Queens, à New York. Très joli quartier de New York. Je suis le fils de Roberto et Dora. Non, ça vous dit rien? Roberto Dora. Je suis drafté dès mes 20 ans par les Raptors en 2005, en 7e position. 2005, draft d'André Bogut, numéro 1, on s'en souvient. Après 2 saisons à Connecticut, je commence donc ma carrière pro à Toronto. Ma saison rookie est plutôt solide, avec 13 points de moyenne et 6 rebonds en 81 matchs joués. Pas mal. Mais en juin 2006, je suis envoyé chez les Bucks en échange de TJ Ford. On se souvient de TJ Ford? Bien sûr. Je reste 3 ans chez les Bucks. Lors de ma dernière saison là-bas, je score plus de Michael 16 Redd points par match. Michael Redd. Non. D'ailleurs, pendant mon passage chez les Bucks, à un moment donné, j'avais tweeté carrément pendant une mi-temps. Je m'étais fait engueuler par Scott Skies. En 2009, je fais le plein de cash et je signe chez les Pistons pour 40 millions. En quelle année t'as dit? En 2009. Ben Gordon? Mais non, Non. du tout. Et c'est le début de la fin pour moi. Ilyasova? Non, c'est le début de la fin pour moi de signer dans Queens. aux Pistons. Donc 40 millions, c'est ça, c'est le début de la fin. En 5 saisons Détroit, je ne joue que 35 matchs titulaires. Mes stats baissent chaque saison un peu plus. En 2014, je signe chez les Mavs. Je reste 2 ans, mais c'est bel et bien fini pour moi. On se souviendra... Putain, là, vous êtes pas bon. On se souviendra plus de moi pour mon style, bandeau et pas un poil sur le caillou. Et même Villanueva. Charlie Villanueva. Yukon. On est très mauvais parce qu'on doit l'avoir avant. Dedans. Kevin Garnett s'en servira même pour me trash talker. La classe de Kevin, sans doute oublié que c'était une maladie de peau que j'avais. Je suis Charlie. Mais oui, on doit l'avoir bien plus tôt. Bon, c'est clair. On doit l'avoir bien plus tôt. Ouais. Mais bon, c'est vrai. KG n'avait pas été cool avec lui. Pour dire que c'était pas une énorme merde là-dessus. Il a fait une comparaison au cancer, ça a été catastrophique. Mais il n'a pas toujours été inspiré, Kevin Garnett. C'est Kevin Durant et Westbrook aussi qui s'étaient moqué de lui. Ouais, qui s'étaient moqué de lui. Juste avant qu'il soit plus en NBA, ils avaient dit un truc comme ça, de genre. Je sais plus, il applaudissait à côté de leur tête parce qu'il était sur le bout du banc, il essayait de rentrer dans leur tête et après le match, il avait dit mais c'est les années où Dallas et OKC se foutaient un peu sur la gueule et c'est vrai qu'il s'était et lui comme c'était une grande gueule, il s'était un peu foutu. Il a dit parle pas de ce mec-là, dès l'an prochain, il sera plus dans la ligue et puis bon, ça c'est mignon ça encore. Moi ça me plaît. L'autre il s'était quand même foutu de lui en le comparant à quelqu'un qui était malade du cancer, ce qui était quand même assez dramatique. Mais on rappelle que Kevin Durant, même si certains l'aiment beaucoup, c'était quand même pas le plus inspiré au niveau du trash talking. Il paraît qu'il était très sympa à Sydney en 2000. C'est vrai qu'elle était horrible. Voilà. Théo, merci beaucoup. Bah, merci. Faudra que tu viennes parce que tu as l'air de connaître ton sujet quand même. Ouais. La NBA, ça te parle. Tu devrais faire des magazines. Faut que tu des articles, ouais. Faudrait que je lance un blog. Lance-toi, fais des magazines, monte un site, lance-toi. Je pense que vraiment, t'es mûr, t'es assez mûr. Tu parles de basket comme on aime. Merci en tout cas d'être là. Merci les gars. Tu es chez toi ici, tu le sais. Tu étais déjà venu voir en backstage, mais tu es chez toi ici, tu le dis, et tu le passes à l'ensemble de ta rédaction. Avec plaisir. Ouais, tu reviendras avec plaisir sur l'émission du mardi soir. L'émission radio. Ouais. Mardi prochain, on commence l'émission radio, ça sera tous les mardis. Et évidemment, tu reviendras avec des casques et tout, ça sera rigolo. Super. Voilà. Merci Erwan, c'était cool. Très bon, bravo. Ah, merci Erwan, t'étais très bon aussi. Apparemment, c'est la crampote aujourd'hui. Apparemment, on est dans le. Allez, hop, merci. On se retrouve lundi pour les quatre petites émissions de 10 minutes. Nous, on aime bien ce concept. On a vu que les retours certains. Mais allez, vous allez vous habituer. Maintenant, il y aura des concepts de 10 minutes, des concepts de 40 et des concepts radio. Voilà, il y a tout sur la First Team pour parler de NBA. Il y a le foot demain, le vendredi. Et puis nous, Thomas, on se retrouve lundi. Bah oui, enfin demain et lundi ensuite. Demain et lundi. Bref, ça se passe sur les réseaux sociaux aussi tous les matins. N'oubliez pas le voyage, Paul. Tu nous montreras le voyage à New York pour partir avec nous en février. On va se régaler. Et puis voilà, on vous embrasse. Merci de nous suivre chaque semaine, tous un peu plus. On vous embrasse. Ciao, ciao l'équipe. Ciao.